Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Méga pour cette 9e émission de l'heure du débat et 3e édition de cette saison 2, 3e édition avec Mathilde Yel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, 1h pour revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. Ce soir, nous nous intéressons au mouvement des Gilets jaunes, mouvement protestataire contre la hausse du carburant au départ. Mais rapidement, les revendications sont devenues multiples, miroir d'une société fragmentée et encore plus divisé, semble-t-il, sous l'ère Macron. De quoi ce mouvement est-il le nom ? Qui sont ces citoyens qui ornent leur tableau de bord d'un gilet jaune ? Les annonces du gouvernement vont-elles calmer la fronde ? Et tiens, ce mouvement peut-il évoluer ? On a beaucoup de questions et on n'a qu'une heure. Et pour répondre à ces questions, justement, nous recevons Raoul Maniberton, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et membre du mouvement Dauphiné démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard Terrasse, le secrétaire général de la CGT Drôme, devait être avec nous autour de la table. Malheureusement, les sollicitations et les bouchons l'ont obligé à renoncer à venir à notre émission. Mais ce n'est pas grave, on continue quand même. Et pour vous questionner, vous interpeller et vous titiller, nous avons un chroniqueur, Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. Le standard est ouvert, les gilets jaunes sont divers, difficile pour nous de tous les inviter, mais vous avez la parole dans cette émission, notamment nous appelant au standard au 09 72 40 20 85. Si vous êtes opposé aux gilets jaunes, d'ailleurs, dites-le nous, ça nous intéresse. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook, l'heure du débat Radio Méga, et sur Twitter, Radio Méga 26. Nous attendons vos questions, vos témoignages et vos réactions. Le standard est ouvert dans une trentaine de minutes à partir de notre deuxième pause musicale. Des gilets jaunes masqués et silencieux ouvrent la marche. On va continuer, on ne lâchera pas. Et forcément, on fera des actions plus fortes. Bloquer peut-être des axes plus importants, peut-être des points plus stratégiques, peut-être... Il faut qu'on se montre, il faut qu'on se fasse entendre et on ne lâchera pas. Donc je pense que là, M. Macron, qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, il était prémonitoire, parce que c'est bien ce qu'il est arrivé à déclencher. Dans les Gilets jaunes, on a un problème de structure. Ça se lance, il y a des gens qui commencent à nous représenter, on commence ou alors à chercher à représenter les autres. C'est des structures qui se mettent en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas envoyer n'importe qui à la télé, parce qu'il faut des gens qui connaissent les sujets. Sinon on va se faire balayer. C'est les hommes politiques qui sont là, l'exécutif qui est là, ils connaissent ce sujet par cœur. Théo, dans ta chronique Pensons global, agissons local, tu nous parles de ce mouvement qui anime les différents points de la France. Amis dauphinois, amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. C'est au plein milieu d'un hiver poivré que je vous parle aujourd'hui. Cette semaine, pas de discours sur la saison ou le temps qui passe. Ce soir, c'est de la colère et de la lutte dont nous allons parler. Le mouvement des Gilets jaunes dépasse le cadre qui nous a été imposé ces dernières années, celui de la loi et de l'ordre qui s'immisce partout sans qu'on lui puisse le saisir, le palper. Ce qui se passe dans notre belle contrée et même dans toute la France est extrêmement préoccupant. Dans le Dauphiné comme partout, on se soulève contre un régime politique qui se montre sous son visage le plus autoritaire et violent. Et dans les médias, tous se posent la question. Comment comprendre le mouvement des Gilets jaunes ? Partout, donc, dans les médias, dans la rue, dans les organisations syndicales, tous s'interrogent sur les profils, la sociologie, les motivations de ce mouvement. La réponse est pourtant simple. La colère vient de partout, c'est la galère pour finir le fin de mois. De là où la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et là où on se refuse à courber l'échine devant les décisions des puissants. Si le pouvoir n'arrive pas à comprendre et surtout à maîtriser ce mouvement, c'est que c'est la manifestation d'une crise de pouvoir politique majeure. L'élite ne parvient plus à parler à la place des gens. Il n'arrive plus à catalyser la colère qui s'exprimait hier dans tout l'Hexagone. Le mépris pour le peuple de celui qui est censé le représenter ne saurait être supporté plus longtemps. Mais il s'agit aussi de revenir aux origines de cette colère. La hausse des taxes sur le carburant. Cette hausse des taxes justifiée par un discours faussement écologique, mais dont l'observateur avisé pour dire que c'est une mesure conçue pour compenser les trous budgétaires, notamment celui créé par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Au regard de cela et du mouvement populaire que nous vivons actuellement,
Le sens que je vois est celui d'une lutte des classes qui refait surface. La politique écologique actuelle est complètement décalée avec les réalités d'existence des travailleurs, des lycéens ou même des étudiants. Une véritable politique ambitieuse aurait pu proposer de généraliser les réseaux de transport dans les milieux ruraux. Elle aurait pu investir massivement dans les petites lignes de train qui disparaissent partout, ou même s'engager sur le développement du covoiturage de proximité. Mais ils ont préféré taper aveuglément sur tout le monde. Il me semble aussi qu'il faut rappeler une chose. La crise climatique est la conséquence du mode de production capitaliste. Ce système qui produit les inégalités terribles dans la répartition des richesses également. Le journal Reporter expose un fait extrêmement simple et frappant. Les 10% les plus riches sur ce globe comptent pour 45% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Et qu'en France, chaque personne appartenant aux 1% les plus riches émet 200 tonnes de gaz à effet de serre par an, contre 6 pour les personnes normales en moyenne. Alors pour s'en sortir, forçons-les à arrêter de surproduire et de surconsommer. Taxons les plus aisés, redistribuons les richesses, réapproprions-nous le pouvoir et surtout construisons un monde dans lequel nos enfants aimeraient bien vivre. Chers auditeurs, se battre pour un avenir meilleur, se battre pour des lendemains qui chantent, se battre avec et pour les autres, est sans doute l'une des plus belles choses et justes de toute l'humanité. Alors, courage à vous, courage à nous. À bientôt, j'espère. Merci Théo pour cette chronique. Raoul Maniberton, est-ce que vous avez une réaction à la chronique? Oui. Oui, j'ai une réaction. C'est vrai que il y a plusieurs interprétations sur ce qui ne va pas et pour quelles raisons en fait ce mouvement prend si bien et il est si fort. Et une des interprétations que la chronique de Théo a mis en avant, c'est le capitalisme, la mondialisation. Je ne crois pas que ce soit ça. Donc je vous propose de vous raconter une autre histoire pour vous discuter. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est que c'est l'histoire de nos régimes politiques européens, notamment, qui sont tous en crise. Pas que la France, et que on est en train de s'apercevoir qu'ils ont été mal conçus. Ils ont été mal conçus au sens où ils fonctionnent bien pendant une quarantaine d'années, et ensuite, ils ne fonctionnent plus, ils deviennent des espèces de, on va dire, qualifiés de monarchie élective. Pour quelle raison? C'est que, en fait, c'est des systèmes, les systèmes qu'on va appeler représentatifs, pour faire vite, qui se basent essentiellement sur la compétition des partis. Pour éviter d'avoir un parti unique, on les met tous en compétition, et comme ça, le meilleur gagne, et d'une certaine manière, il y a débat, il y a changement de politique. Si on n'est pas content, on chasse quelqu'un et on prend l'autre. Donc c'est un système qui au départ fonctionne comme ça, et au départ fonctionne assez bien. Après, la crise de ce système, ça s'est vu à partir... beaucoup de gens parlent de crise démocratique et tout ça, mais je vais vous donner vraiment des chiffres qui permettent de le voir. Premièrement, on a un chiffre de l'abstention qui augmente dans toutes les démocraties et dans toutes les élections de manière assez énorme, c'est-à-dire quand on prend l'ensemble des grands pays européens, 14% en plus de gens s'abstiennent depuis 40 ans. Le deuxième, c'est la baisse de la somme des deux grands partis. Au début, il y a deux grands partis solides. Avec le temps, la somme des deux baisse, en fait. Et on voit de plus en plus de partis, ce qui fait qu'en Allemagne, par exemple, il y a des coalitions énormes. En Italie, il y a des coalitions bizarres. En France, il y a un système électoral qui permet de ne pas avoir de coalition, mais du coup, un gouvernement qui gouverne avec de moins en moins de voix, en fait, qui ont voté pour lui. Après... Autre chose, quand on pose des questions de sondage très simples, les gens disent que les politiciens, c'est vraiment des salauds, mais presque tous le disent. C'est un truc impressionnant, 85%. Les gens ne sont pas du tout satisfaits de la démocratie. Quand on voit les mêmes questions qui sont posées depuis 50 ans, ça baisse beaucoup. Et même cette année, il y a eu un sondage où il était question de savoir si la France était démocratique. Les gens répondent, 30% répondent non. 1 sur 3, c'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe un peu comme en économie. En économie, quand il y a un marché, on s'attend à qu'il y ait de la concurrence. Mais quand les offreurs arrivent à se mettre d'accord,
ça devient un oligopole. Un oligopole au détriment du consommateur. En politique, c'est pareil, on veut la compétition des partis, mais quand les partis réussissent à se mettre d'accord, ça s'appelle une oligarchie au détriment des électeurs. C'est exactement la même chose. Alors, le système qui consiste à se faire concurrence dans notre système politique consiste à les mettre tous, les partis, dans une petite salle qui s'appelle le Parlement, et on leur dit « faites-vous concurrence ». Imaginez si on met les multinationales dans une petite salle et on leur dit « faites-vous concurrence », est-ce que vous êtes confiants qu'ils vont se la faire ? Certainement pas. Donc, au bout d'un moment, les grands partis réussissent à se mettre d'accord et ça se voit dans toutes les lois qui ont été faites sur le financement des partis, le remboursement des campagnes, qui sont conçues pour empêcher les militants de compter et d'empêcher la concurrence d'arriver. Si vous voulez que je m'arrête, je m'arrête. Non, moi j'ai une question. À quel moment, justement, cette machine, elle s'est grippée ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus ? Alors, c'est pas un moment. Ça a commencé dans les années, ça a commencé dans les années 90, où les gens ont commencé à se poser la question, notamment beaucoup de chercheurs qui disaient comment ça se fait. Les gens, quand même, ils n'ont l'air pas du tout contents. Si on voit avant, ça a commencé un peu avant, c'est-à-dire que par exemple, la récupération des financements pour les partis est très utile parce que quand vous êtes des gros partis, vous craignez deux choses, vous craignez la concurrence des autres, mais vous craignez aussi vos propres militants qui certes apportent de l'énergie et de l'argent, mais aussi peuvent bouleverser un parti. Donc ce qui s'est fait, c'est qu'on a des financements de l'État par divers moyens et que donc le militantisme a baissé. Et ça, depuis les années 70, on a commencé à le voir, mais ça a été une baisse radicale. Déjà, dans les années 90, ça avait l'air d'une crise, mais ça a continué à une vitesse incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis politiques, pratiquement, ils ont autant de militants qu'employés. Ils peuvent donner un poste à tout le monde, même que c'est très difficile de combattre le cumul des mandats, tout simplement parce qu'il y a plus de postes électifs que de militants. Donc, en fait, il y a plein de gens qui restent extérieurs quand il n'y a plus de compétition politique. En fait, on est l'oligarchie, c'est-à-dire le fait qu'il y a accord, ça crée un système de parti unique que les gens ressentent. Donc, en fait, un peu partout, on a observé déjà en Grèce, en Italie, en Espagne, il y a eu déjà des mouvements qui au début sont nés de façon totalement spontanée et ensuite ils se sont constitués en partis politiques eux-mêmes. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, notamment de cette propagation un peu à d'autres pays en Europe. Mais est-ce que cette variable du modèle capitaliste dont parlait Théo, et peut-être que Théo le défendra après, est-ce qu'elle ne joue pas quand même dans aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce que pour vous c'est vraiment un problème de représentation démocratique des citoyens dans le modèle politique ? Oui, parce que en fait, le modèle capitaliste est un choix. Et la question est de savoir, est-ce que la démocratie l'emporte ou le marché international ? Aujourd'hui, le marché international, certes avec la mondialisation, donc l'interconnexion de tous les pays augmente. Donc quand un pays fait un choix, il y a des conséquences sur le pays voisin. Et donc c'est sûr qu'on a une certaine contrainte. Mais de l'autre côté, lorsque une démocratie arrive à être forte, il peut aussi faire le choix, c'est suivre ce mouvement ou s'arrêter. Quand on prend des démocraties qui fonctionnent, c'est-à-dire où les citoyens ont encore un impact parce que les institutions sont faites mieux, je pense à la Suisse par exemple, elle a fait plein de mesures devant. La Suisse est un pays extrêmement ouvert économiquement, pourtant il se ferme en moment de crise, il est extrêmement réactif parce que en fait réagit beaucoup mieux à ce que pensent les électeurs. Donc le capitalisme n'est pas une fatalité, c'est juste le fait qu'il n'y a pas de démocratie, donc ça devient une fatalité puisqu'on ne peut plus choisir, n'est-ce pas ? Théo, est-ce que tu es convaincu par notre professeur Paul Maniberton ce soir? Non, mais dans le fond, je trouve que c'est tout à fait pertinent, l'analyse par le modèle politique. Par contre, il y a quand même juste un fait basique pour moi qui fait qu'on va dans la rue, c'est l'inégale répartition des richesses. C'est à partir du moment où la même classe sociale est taxée et mise à mal, il y a quand même une dimension de classe qui commence à émerger. Et il y a une opposition, notamment
eu égard au fait qu'il y a un sentiment de ne pas être entendu dans tous les référendums qui ont eu lieu, notamment je pense à celui sur l'Europe qui finalement n'a produit aucun effet politique, et ben effectivement il y a une lutte qui est juste sur les revenus, sur la question des conditions matérielles d'existence des gens. Donc forcément, à partir du moment où on vient s'opposer à cela, eh bien il y a une réaction populaire. Oui, après les taxes, c'est pas une question économique, c'est une question politique. Sur qui on les met, c'est une décision. La France a de plus que ça est un pays très centralisé. Donc, en plus que les partis se ferment, tout se passe à Paris. Ce qui fait que pendant qu'à Paris fait encore des monuments et des travaux majestueux, on a des zones rurales qui n'ont rien et que, par contre, ils ont des taxes. Donc là-dessus, pour moi, la taxe, ce n'est pas une question économique. Ce que vous pouvez dire, c'est que le pouvoir d'achat est une question économique, la crise économique. Mais si vous voulez, la crise économique qui nous frappe, les gens ne s'en prendraient pas à Macron. Les gens s'en prendraient au système capitaliste mondial. C'est vrai qu'une crise économique est désagréable. Mais enfin, du moment qu'on peut l'affronter, qu'on a une capacité d'avoir un poids sur comment l'affronter, bah c'est quelque chose que tout le monde traverse des difficultés. Lorsqu'on a l'impression, par contre, qu'on n'a même pas ce poids-là et qu'on est obligé de la subir parce que quelqu'un d'autre, que les gens décident sur comment la gérer, ben là, évidemment, je pense que c'est vexant. Voilà, bon, c'est un point peut-être de désaccord. On aimerait venir sur un point, c'est de savoir pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes a pris par rapport à d'autres mouvements. Donc je pense par exemple ceux qui ont manifesté pour le statut des cheminots, contre la loi travail. Pourquoi il prend par rapport à ces mouvements-là qui n'ont pas autant pris? Oui, alors vous faites bien en parler de plein parce que effectivement, en France comme ailleurs, il y a eu beaucoup de mouvements en fait. Et c'est un peu difficile de dire... alors, il y a des raisons, hein, mais avant tout, je voulais dire que la raison pour laquelle un mouvement prend, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Et l'effet boule de neige, souvent, c'est quelque chose qui est non maîtrisable. Alors, je vous reprends, puisque ça vous avez aimé avant cette émission, la métaphore. C'est un peu, vous avez une forêt qui est complètement sèche et vous voulez savoir pourquoi tel mégot a créé l'incendie. En fait, l'incendie, si on cherche le mégot, on ne trouvera pas parce que ça aurait pu être un autre. Mais par contre, ce qu'on peut dire sur ce mouvement, c'est que il y a pour l'instant un décalage assez grand urbain et rural, dans lequel c'est les zones rurales qui souffrent le plus du système tel qu'il est politique, tel qu'il est devenu. Par contre, les zones urbaines ont des gens qui sont très concentrés. Et donc, c'est beaucoup plus facile de créer un mouvement en zone urbaine, alors que c'est en zone rurale que le mouvement il y a plus besoin. Donc, en fait, ce mouvement est le premier qui est né en zone rurale et que c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Vous notez aussi que, contrairement à d'autres mouvements dont les revendications n'étaient pas très claires là-dessus, il y a vraiment une question de taxation. Donc, dès le départ, c'est un mouvement autour d'un objet très, très précis et qui couvre des zones qui sont oubliées même par les autres mouvements habituellement. C'est vrai, mais au début, c'était une seule revendication, la hausse des taxes, et ça s'est élargi. Est-ce que c'est pas aussi grâce à ça que le mouvement a continué de prendre? C'est parce que les revendications se sont énormément élargies. Mais en fait, la question est précisément celle-là. La hausse des taxes ne pouvait pas, dans l'état actuel de la situation, la revendication du mouvement, être obtenue. C'est pas qu'elle peut pas être obtenue, bien sûr qu'elle peut, mais on a un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui donc fait déjà des engagements préalables, des engagements par rapport à l'Europe. Il gouverne comme si personne l'arrêtera pendant tout son mandat. Donc, il s'est engagé déjà. Et donc, retirer le truc, ça va être très compliqué pour des tas de raisons. Si effectivement, on avait un système qui permette de bloquer les décisions, comme existe dans d'autres pays, au moment où elles sont prises ou quelques temps après, là, évidemment, ça serait différent parce que celui qui est au pouvoir va d'abord sonder, voir un peu si la décision passe parce qu'on sait qu'on peut la bloquer. Lui, il est convaincu que non, donc il s'est tellement
préengagé qui ne peut plus revenir en arrière. Et donc, le mouvement prend parce que, précisément, le système n'étant pas inclusif, il lui refuse même les revendications les plus simples. Imaginez un autre pays où ils auraient eu des armes institutionnelles comme le référendum d'initiative populaire pour bloquer la décision. Là-dessus, le système est inclusif, donc il serait rentré aussi en politique, mais par un biais beaucoup plus légal. Il aurait tout simplement intégré un parti, peut-être créé le leur, voilà. C'est une réforme des institutions que vous nous soumettez, que vous sous-entendez. Ça, je vois que inéluctablement, le mouvement va dans cette direction. Maintenant, je crois que c'est même une des 4 revendications, et peut-être c'est devenu même leur première, la démocratie directe. Et comme là aussi, est-ce que je peux parler des autres pays ? Oui, on peut parler des autres pays parce que ce mouvement s'est aussi étendu. On l'a vu en Allemagne, il y avait un reportage d'ailleurs sur France Inter avec un gilet jaune en Serbie. On voit que ce mouvement, justement, il s'étend. Pourquoi est-ce qu'il s'étend ? Je vous pose la question. C'est ça, je voulais vous faire montrer un petit paradoxe, c'est qu'il s'étend en Belgique aussi. Alors, Belgique, Serbie, Irak, Mais si on prend juste les pays limitrophes de la France, il s'étend en Belgique et en Allemagne, mais pas en Italie et en Espagne. Pourquoi ? Ça a l'air à première vue curieux, mais en fait, c'est parce qu'en Italie et en Espagne, le mouvement a déjà existé sous une autre forme, et il est déjà devenu un parti. En Italie même, il gouverne, et en Espagne, il est 3e parti. En Espagne, c'est Podemos, en Italie, c'est le mouvement 5 étoiles. La situation était exactement la même. Ils contrôlent tout le territoire. C'est des gens qui n'ont jamais été dans un parti ou très peu, ils se sont dégoûtés très vite. C'est des gens qui se sont organisés via des réseaux Internet, dans un mouvement qui est très, très horizontal, et ils sont tous allés directement sur des revendications de démocratie directe. Donc, c'est exactement ce qu'on voit dans ce mouvement. C'est-à-dire que l'Allemagne ne l'a pas encore eu, c'est la prochaine étape. Bien sûr, tout part par le sud parce que ça va moins bien. Parce que les systèmes, comme je décrivais tout à l'heure, dans le sud, c'est très fort. Et c'était notamment des États qui ont souffert après la crise de 2008. Ils ont beaucoup souffert, mais ce sont des États dans lesquels le système politique est aussi beaucoup moins inclusif. Parce que alors l'Espagne, c'est un système très décentralisé là-dessus, mais comme on a vu avec l'histoire de la Catalogne, c'est très autoritaire en fait. Et l'Italie, c'est un système où l'élite s'est complètement coupée de façon extrême, beaucoup plus qu'en France. Mais en France, c'est très fort. Et en Allemagne, c'est moins le cas. En Allemagne, c'est un pays fédéral où les régions sont très fortes. Donc les gens, en fait, ont des élus qui sont pas loin. Imaginez que nos maires aient beaucoup plus d'autonomie comme en Allemagne et peuvent donc être responsables de beaucoup plus de décisions. On n'est pas content, on va à la mairie. Alors, quand on compare aller à la mairie ou aller à Matignon, c'est quand même pas pareil. À la mairie, on peut les embêter, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. À Matignon, il y a tout de suite les policiers en bas. Et même moi, un jour que j'y allais en étant invité, j'ai failli penser qu'on me mettait nu pour me fouiller. Donc, c'est pas du tout la même proximité. Donc, l'Allemagne reste un petit peu à cette dimension-là et à la dimension aussi du système électoral qui est très, très proportionnel. C'est moins important, mais ça compte quand même. J'avais une question sur... on a beaucoup parlé de cette opposition entre la ville et les campagnes, entre les riches et les pauvres. Est-ce que ce mouvement est vraiment représentatif de ça, ou est-ce que ce mouvement est plus multiforme ? Est-ce que c'est aussi simpliste que ça ? Oui, enfin, c'est assez correct. Après, ville-campagne, je dirais que moi, je ferais encore plus simpliste, en fait. Je ferais entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et donc, dans les campagnes, on ne l'a pas. Dans les villes, on l'a plus. À Paris, on l'a beaucoup. Quand on est pauvre, on ne l'a pas. Et quand on est riche, on l'a. Ou alors, quand on est pauvre, dès qu'on l'a, on est plus pauvre. Donc, du coup, ça se reflète dans ces trucs comme ça. Mais fondamentalement, c'est une question de pouvoir avoir un impact sur le cours des événements. C'est là-dessus que se crée la distinction.
Mathilde, on continue avec une autre question pour notre invité. Oui, alors le gouvernement est resté très ferme pour la loi travail, la réforme du statut des cheminots ou encore Parcoursup. Pour la première fois, le gouvernement recule en renonçant à la hausse des carburants pour 2019. Ils annoncent l'ouverture d'une période de négociation. Pourquoi aujourd'hui ils cèdent ? Je pense que le gouvernement va céder. Évidemment, c'est même une belle, un bel examen pour savoir si les Gilets jaunes tiennent ce que je pense. Mais c'est que le gouvernement a intérêt à toujours se montrer comme jetant la main à une négociation, tout en tendant une main qui offre peu de perspectives. C'est-à-dire, mettons, les Gilets jaunes demandent 100, et moi je dis, je fais un pas en avant, je propose 1. Donc, à ce moment-là, c'est toujours un coup bien joué, parce que c'est assez facile. Quand on propose 1, si les gens refusent, on dit, vous voyez, vous ne voulez pas négocier. Si les gens acceptent, vous dites, vous éliminez le mouvement pour un peu de frais. Et si certains acceptent, certains non, vous divisez le mouvement. Donc, en fait, que le gouvernement le fasse, c'est évident. La question est, est-ce que le mouvement réussit à rester uni derrière ? Or, ce que je vois, c'est que plutôt oui, et que donc, ça y est, le petit passage pour savoir si le mouvement est organisé, je pense qu'il commence à être gagné. Et donc, j'ai l'impression que ce mouvement va évoluer dans une structure extrêmement organisée, extrêmement présente sur tous les territoires, va bientôt se présenter aux élections. Et est-ce que ce mouvement, il ne gagne pas aussi un peu, entre guillemets, grâce à la violence ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu autant de violence dans les manifestations. Et là, il y a quand même énormément de violence. Donc, est-ce que le gouvernement a peur et cède par rapport à cette violence ? Non, je pense que toute violence du côté des manifestants est bénéfique pour le soutien au gouvernement. Parce que les gens vont voir les manifestants comme étant méchants, blablabla. Naturellement, si de l'autre côté, toute violence faite par les policiers est plutôt embarrassante. Donc, c'est sûr, une spirale. Mais je ne pense pas que le pas en arrière soit quelque chose de non prévu par le gouvernement. Le gouvernement attend, comme avec les cheminots, il dit, bon, on n'en parle pas, il fait froid dehors, il faut bientôt en avoir marre. Au bout d'un moment, ils n'en parlent pas, ça simplifie. Ils disent, on passe en phase 2, on propose quelque chose pour montrer qu'on écoute un peu, et que s'ils nous disent non, on passe, comme je vous disais tout à l'heure, à les mettre en embarras. Donc, il y a une phase 3 après, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est quelque chose de prévisible. On va dire, il faut passer par des étapes qui sont difficiles, parce que l'intérêt du gouvernement, c'est que ce mouvement s'arrête. Théo, tu voulais réagir justement. Ouais, je voulais vous poser une question par rapport à une dimension qui est assez nouvelle finalement, c'est la popularité du mouvement. Et je me semble, j'ai plus les sondages exacts en tête, mais il y a encore quelques jours, 80% des Français affirmaient être d'accord avec ce mouvement-là, malgré les violences. Et donc on constate effectivement qu'avec d'autres mouvements sociaux qui ont pu faire preuve de violence au moins similaires, les émeutes de 2005 par exemple, eh bien, il y avait un désaveu, alors que là, il y a un soutien populaire qui fait que ils ne peuvent pas ignorer totalement ce mouvement-là, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. La popularité est très importante parce que les sondages donnent il y a une espèce d'arbitre. Donc, quand l'arbitre est pour l'autre est embarrassé. En réalité, le mouvement est tout de même un mouvement pas violent. Il y a eu des éléments violents, mais qui sont dans une étape avancée du mouvement, qui sont pas... Tout le monde, ils ont une bonne attitude, parce que tout le monde n'est pas violent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la violence, ils disent, mais tout de même, on peut la comprendre. Donc, ils se désolidarisent pas non plus. Donc, voilà, et il est clair que, comme je vous disais, ce mouvement touche des gens qui, normalement, étaient exclus par d'autres mouvements qui étaient soit dans les banlieues, soit dans les villes. Là, maintenant, tout le monde peut s'y reconnaître. Donc.
Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent interagir avec nous au 09 72 40 20 85. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. C'est dommage, on avait un deuxième invité, le secrétaire Bernard Terrasse, un secrétaire départemental de la CGT 26. Il n'a pas pu venir. C'est pas grave, mais je vais quand même vous poser une question sur ces syndicats qui sont absents de ces gilets jaunes. Pourtant, revalorisation des salaires, réduction des inégalités, c'est pourtant des thèmes qui se rattachent aux syndicats, notamment à la CGT. Pourquoi est-ce que ces syndicats ne sont pas présents avec les Gilets jaunes et pourquoi notamment la direction des syndicats n'a pas demandé à manifester avec les Gilets jaunes ? Vous savez, les syndicats en France, c'est très peu aussi. Ils ont très peu de monde inscrit comparé aux pays voisins. Mais ils ont une puissance pourtant. Mais donc ils ont une place qui est plus importante que leur représentation. Mais fondamentalement, les syndicats, du coup, ont un fonctionnement qui est standard dans le système. C'est-à-dire des revendications auprès du gouvernement. Comme en France, ils sont traditionnellement faibles et de plus en plus faibles, ils passent souvent par des actions comme la grève, plutôt que par des actions de négociation, comme il se passe quand les syndicats sont forts. Mais c'est des interlocuteurs du gouvernement. C'est des partenaires sociaux, ça s'appelle. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas formé comme un partenaire, c'est formé comme une opposition au gouvernement. Donc, à ce moment-là, les syndicats qui veulent plutôt les faire rentrer dans la filière négociation, il y a un clash logique. En fait, les Gilets jaunes, c'est plutôt quelque chose qui se ressemble à un parti qu'un mouvement qui appelle une représentation syndicale. Un parti, mais un parti politique. Oui. Parce qu'ils refusent les hommes politiques. Ils disent ni de droite, ni de gauche. Moi je vous le dis là comme ça, mais je parie très fort qu'ils vont être déjà candidats au municipal. Et bien sûr, après, à toutes les autres élections, avec un programme qui est en train de se faire. En fait, c'est quelque chose qui, au début, se forme sur des revendications qui sont d'opposition. Mais comme vous avez vu, très vite, ça va vers des propositions sur lesquelles ils sont tous d'accord. Et ce qu'il y a comme caractéristique, c'est que sur des propositions, comme là, on parlait tout à l'heure de référendum d'initiative populaire, mais aussi des mesures économiques qui sont à peu près impossible à obtenir par la voie des représentants actuels qui suivent une procédure extrêmement différente. Pour être élu en France, je dis en France, c'est pas spécifique, il faut obtenir une clientèle. Donc, il faut avoir des gens à qui on doit quelque chose. Quand, du coup, on est élu, on va essayer de rendre à la clientèle. Donc, ces mesures qui sont demandées par les Gilets jaunes vont pas être obtenus directement. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Par contre, eux, ils peuvent l'obtenir parce qu'eux, ils n'ont pas de clientèle. Ils sont déjà beaucoup comme ça, ils ont déjà leur voix. Ce qui fait que la manière la plus directe pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est juste être candidat. Mais du coup, pour vous, ils vont rentrer dans ce moule 5e République, parti politique pour être mais élus. avec un projet de le changer, bien sûr. Parce que ils n'ont pas de... Ils n'ont pas... Alors, certes, ils n'ont pas une clientèle, mais ils ont beaucoup de monde. Et tout le monde a peur dans ce mouvement que certains vont être envoyés comme interlocuteurs, voire comme élus, et puis ils se comportent comme les autres. Ce qui fait qu'il y a une pression très grande pour partir avec un programme très, très, très détaillé et obligatoire, avec des règles pour chasser les gens s'ils ne respectent pas ce programme. Donc, c'est quelque chose qu'on le voit déjà quand je vous disais les pays du Sud, c'est ça qu'ils ont fait, ces partis. Exactement comme ce mouvement, ni droite ni gauche, avec un programme très très précis, et après, trahison d'un terme du programme, ils sont dehors. Donc, en fait, ils vont se former comme parti, mais un parti extrêmement différent de ceux qu'il y a maintenant, et voué à faire des réformes qui n'ont rien à voir. Et on l'a aussi vu, ce parti, peut-être qu'il va se former, en tout cas ce mouvement pour l'instant des Gilets jaunes n'a ni représentants syndicaux, ni représentants politiques, ou en tout cas il les rejette un peu. Est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse, ou est-ce que c'est les deux, mon capitaine ? C'est une force, parce que c'est pas qu'il les a parce qu'il est hostile à les avoir.
c'est qu'on a un mouvement qui est né depuis un mois et que les gens sont venus sur la base du volontariat et pour choisir des représentants, il faut d'abord choisir, comme je vous ai dit, des choses qu'ils disent. C'est pour ça qu'il y a eu un très bon réflexe quand l'un d'eux a été invité à discuter avec le Premier ministre qui a voulu être filmé. Le Premier ministre n'a pas voulu, ça c'est étonnant, mais pas étonnant à la fois. Et il a voulu être filmé pour donner des garanties aux siens. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un arrive et signe quelque chose. Voilà. Donc, en fait, les représentants, ils vont les avoir, mais ils ont besoin de temps pour ça. Et ils font très bien à ne pas précipiter les choses. Et naturellement, le gouvernement, son intérêt, c'est à précipiter les choses. Allez, choisissez quelqu'un et ensuite on discute. Et puis après, vous avez accepté. Vous voyez, il a accepté, donc c'est bon. Donc, pour l'instant, ils doivent juste dire non à tout. Prendre leur temps pour avoir une structuration bien démocratique, pour avoir un programme, et ensuite ils auront leurs représentants qui vont venir. Le mouvement joue la montre. Théo, tu as une dernière question avant qu'on fasse une pause musicale. Oui, en effet, juste pour apporter un tout petit témoignage, du coup, parmi les Gilets jaunes de l'Isère, il y a une assemblée générale qui s'est constituée, qui est en train qui a même nommé un représentant, qui a d'ailleurs été arrêté par les forces de police samedi matin très très rapidement. Et c'est vrai que c'est en train de se structurer. Hein, pour apporter ce témoignage-là, effectivement, localement, à certains endroits, les Gilets jaunes se dotent de représentants, de lignes un petit peu de revendications très claires. Et effectivement, oui, c'est une possibilité de structuration. Il nous reste une dizaine de minutes. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un témoignage, une question, une réaction au 09 72 40 20 85. Nous, en studio, nous avons une question pour notre professeur de sciences politiques à l'IEP de Grenoble, Raoul Maniberton. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui et le mouvement de Nuit debout qui avait eu lieu notamment donc place de la République à Paris, mais aussi partout en France, qui avait essaimé? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Bon, et quelles peuvent être des parallèles. Les différences et les distinctions entre ces les différences sont quand même assez fondamentales, comme on disait tout à l'heure. Le mouvement Nuit debout, déjà une différence importante, et je vais en venir, mais que le mouvement Nuit debout, au bout d'une semaine, je me suis dit, il va mourir bientôt. Je pense qu'on s'est dit tous la même chose, alors que celui-là, pas du tout. Donc, pour se dire pourquoi on a tous la même impression, ce mouvement est né premièrement sur une question fiscale, qui est quand même au cœur des problèmes qu'on peut avoir dans la vie, plus qu'un côté démocratie floue. Alors, même si moi j'ai dit que c'est le système politique qui était la cause, mais enfin, les conséquences sont économiques. Ce n'est pas seulement une question de légitimité, blabla. Le mouvement donc de Nuit debout avait à la fois le côté d'étudiants urbains, plutôt milieu favorisé, avec des revendications qui n'étaient pas du tout très claires, alors que celui-là, c'est beaucoup plus urbain, ça touche beaucoup plus les travailleurs, c'est sur des revendications, il est rural. Rural, oui. Et ça touche des revendications qui sont fiscales. Donc, disons, on a un mouvement Gilets jaunes qui est vraiment sur des problèmes réels, qui est très matérialiste, et l'autre qui est un peu plus poétique, on va dire. Là, on est plus dans le concret avec ce mouvement-là des Gilets jaunes. Oui, très, très clairement, ouais. Théo, est-ce que tu as une dernière réaction pour notre invité ce soir et sur ce mouvement, peut-être les perspectives de ces Gilets jaunes? Les perspectives, on les verra dans les prochaines semaines, puisque le gouvernement, à un moment ou à un autre, il va être obligé de se positionner et de donner des réponses aussi à cette colère sociale. Et vraiment, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais de toute façon, même si le mouvement s'éteint, il se rallumera dans quelques mois, quelques années, puisque en fait, les origines, comme je l'ai exposé tout à l'heure, pour moi, les origines de tout cela, ils viennent d'une inégalité profonde de richesse et également, effectivement, d'une inégalité d'accès aux instances démocratiques. Et en fait, tant que ça ne sera pas réglé, les Gilets jaunes reviendront sous une forme ou une autre. Et est-ce que ce mouvement peut passer la barre fatidique des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, ou est-ce que ces vacances vont interrompre le mouvement? On l'a vu, ça, notamment pour la loi travail, où les grandes vacances ont perturbé le mouvement jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse et qu'il se termine. Est-ce que là, on risque d'avoir la même chose? Mais là, la question est, est-ce que ce mouvement ne vit que parce que les gens sont dans la rue? Si la réponse est oui, ce que je ne crois pas,
alors il va bien sûr s'essouffler pendant les fêtes. Si en revanche le mouvement entre dans les fêtes, ce que je vois en plus, avec un planning d'organisation, convaincu de toute manière que les réponses qu'il veut du gouvernement, il ne les aura pas, et donc il faut les chercher tout seul, il va continuer. Donc moi, entre les deux, je vois que c'est le deuxième qui se profile. C'est pas la première. Si c'était juste un mouvement comme ça, réactif à quelque chose, peut-être il serait essoufflé déjà. Et on sera là donc pour voir comment ça évolue. Cette émission touche à sa fin. Il va être l'heure pour nous de conclure, Mathilde. Donc merci à vous, Raoul Maniberton, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Merci à vous. Merci Théo pour cette chronique. Merci à Tom Beauchamp à la réalisation de cette émission.